bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je te propose de redécouvrir et de refaire le point sur une fonctionnalité phare du JavaScript côté front-end, à savoir comment fonctionnent les requêtes fetch, donc requêtes qui sont faites généralement vers les back-ends et qui utilisent notamment le principe, une des principes clés de l'ECMAScript, donc ES6, qui est apparu donc en 2015. J'avais fait une précédente vidéo qui en parle, si jamais ça t'intéresse, et de voir dans un premier temps comment fonctionne le JavaScript, comment fonctionne le principe des promesses, comment on peut les utiliser concrètement pour définir soi-même des promesses dans un cadre concret. Et dans un second temps, nous verrons également comment les utiliser de deux façons différentes. Voilà, et je te retrouve dans le premier chapitre pour commencer et attaquer cette vidéo. Alors, dans cette première partie, déjà, je te propose déjà dans un premier temps un petit script que j'ai préparé de mon côté avec un environnement. Donc, on travaille toujours dans un environnement Vite ici. J'ai créé une petite page. J'ai lié sur ce script HTML un script JS sur lequel j'ai rajouté type égale module pour pouvoir utiliser bien évidemment toutes les syntaxes modernes ECMAScript. Et ceci étant dit, donc voilà, je vais ouvrir donc ici le petit script.js. Et si on regarde côté navigateur, voilà, on a ici la page avec ici le petit message qui apparaît sur le côté, tout en sachant que c'est cette partie-là qui va m'intéresser bien évidemment. Pour illustrer un petit peu comment ça va fonctionner JavaScript, puisque là on va travailler en JS et non pas en TS dans un premier temps, on va commencer déjà par illustrer le principe que JavaScript a un fonctionnement très particulier et fonctionne de manière asynchrone. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Alors, si j'ouvre mon script, on pourrait se dire « Ah, les lignes en fait sont lues du haut vers le bas, les unes derrière les autres ». En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça fonctionne comme ça, par exemple, dans des langages tels que PHP. Une instruction est exécutée après une autre instruction et ainsi de suite. En JavaScript, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a tendance à dire que le JS est asynchrone et je vais te démontrer ça. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction qui est le setTimeout. Et dans une fonction setTimeout, donc qui va expirer au bout d'un certain temps, ici par exemple, voilà, dans cette petite fonction, je vais mettre quelques petites listes d'instructions qui vont s'exécuter au bout de 5 secondes. Et on va en exécuter 2 d'affilée pour voir ce qui se passe concrètement. Donc là, je vais faire un petit console log pour faire une première tâche après 5 secondes. Et pareil dans le deuxième, faire une deuxième tâche après 5 secondes. Afin de pouvoir mesurer les temps, l'API console.console de JavaScript nous fournit également une instruction qui nous permet de mesurer le temps que met l'opération. Donc là, on va s'en servir. Alors, pour cela, il suffit tout simplement de faire un console.time. On lui met un petit label, on lui fixe un label. Par exemple, ici, moi, je vais mettre setTimeout1. Voilà. Et de faire, une fois que l'instruction est exécutée, un console.timeEnd de ce même label. De cette façon-là, il va pouvoir commencer à mesurer le temps ici, terminer de mesurer le temps ici, et il va nous afficher à la fin de ce temps-là le temps qu'a mis l'opération à s'exécuter. Ça nous permettra très concrètement de voir ce qui se passe quand on va exécuter ce petit code-là. Alors,
Voilà, donc je fais ça, je mets mon petit time end ici comme ceci. Donc on pourrait se dire, ah, s'il lancerait donc les instructions ici dans l'ordre, il ferait donc cette première opération qui mettrait donc du coup 5 secondes et il lancerait seulement ensuite la deuxième qui finirait de s'exécuter au bout de 10 secondes. Alors on va voir que ça ne va pas être tout à fait le cas. Alors regardez, si là je l'exécute, vous allez voir que, hop, voilà, mes deux instructions ont été terminées après 5 secondes. Alors, je te propose d'illustrer ça sur un schéma pour que tu vois un petit peu concrètement comment ça se passe. Alors, donc sur mon schéma, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici une courbe de temps. Voilà. Pour illustrer un petit peu les choses. Hop, donc là, on va mettre temps écoulé. En fin de compte, si on regarde dans le détail, on a notre tâche numéro 1 et notre tâche numéro 2. Voilà. Qui se sont exécutées en même temps. Donc ça veut dire que là, hop, elle s'est exécutée comme ça. Et celle-là, elle s'est exécutée comme ça. Et les deux ont terminé en même temps. Au bout de 5 secondes. Puisque en JavaScript, on précise dans le setTimeout le temps en millisecondes. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a la possibilité de façon native de pouvoir en fin de compte exécuter plusieurs tâches en parallèle. Imaginons que ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait faire. On pourrait imaginer par exemple une recette de cuisine dans laquelle on ferait la tâche numéro 1, on terminerait la tâche numéro 2 après la tâche numéro 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, JavaScript est asynchrone comme je l'ai dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir en fait une pile qui va être gérée. Voilà, et si je reprends en fait la liste de mes instructions, celle-ci, je vais la coller ici. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que JavaScript, il va prendre ce petit bout de code-là et également ce deuxième bout de code-là. Hop. Voilà, tâche 1, tâche 2. Il va les placer dans la pile. Tac. Donc là, j'ai une tâche. Ici, j'ai une deuxième tâche. Et lui, pour lui, il va tout exécuter en même temps. Voilà ce qui va se passer concrètement. Un petit peu comme à la manière de finalement un restaurateur qui prendrait plusieurs commandes en même temps. On va dire par exemple, c'est un restaurateur qui fait des pizzas. Il ne va pas attendre d'avoir terminé la première pizza pour lancer la deuxième. Non, au contraire, il va prendre toutes les commandes, il va préparer toutes les pizzas, il va les lancer dans le four en même temps et comme ça, il va gagner du temps. Voilà, donc ça, c'est comme ça que va fonctionner JavaScript de base. Maintenant, si on veut faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, mais que ça se passe plutôt comme nous, on aurait envie de le faire fonctionner, et bien en fin de compte, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un moyen technique qui nous permettrait de dire « T'attends d'abord que la tâche numéro 1 a terminé pour lancer la tâche numéro 2. » Alors, historiquement, avant ES6, on avait une technique pour le faire et qui consistait tout simplement à venir prendre ce code-là et venir le placer dans cette boucle-là. Et le problème de cette approche-là, c'est que là, bon, j'ai deux tâches que j'ai lancées. Alors, si je regarde au niveau de l'exécution, je rafraîchis,
On va voir un petit peu ce que ça donne. La première tâche, elle s'est faite au bout de 5 secondes. La deuxième, au bout de 10. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc en cumulant les fonctions comme ça, des unes dans les autres, ça permet effectivement de pouvoir attendre la fin de la première opération pour lancer la deuxième. Mais le problème de cette approche, c'est que tu vas te retrouver en fait avec quelque chose qui ne sera pas génial d'un point de vue expérience développeur. Pourquoi? Parce que je vais devoir en fin de compte, si j'ai 10 tâches à faire, voilà, bah, ça va me donner quelque chose qui va vite devenir un peu une espèce de pyramide comme ça, où on va encastrer en fait chaque instruction dans les autres et c'est pas hyper pratique, même si c'est, ma foi, quand même très fonctionnel. Donc ça, c'était avant ES6. Il fallait qu'on procède comme ça si on voulait faire les choses. Maintenant, avec ES6, on a une approche différente de la chose et je vais te proposer de voir comment en JS, cette méthode-là s'est améliorée. Alors, donc on a vu que la technique de devoir empiler les fonctions les unes dans les autres, ce n'était pas forcément la méthode donc du coup la plus pratique. Et en ES6, on a eu donc une grosse nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir utiliser le principe des promesses pour pouvoir, d'une certaine manière, avoir un gabarit qui nous permette en fait de représenter, si on veut, cet état asynchrone. Alors, pour te démontrer ça, on va se faire une petite fonction qu'on va appeler execute task, voilà, exécuter une tâche, hein, qui sera en fin de compte une fonction qui recevra un délai, voilà, qui recevra un message et qui renverra une promesse. Alors ici, on va retourner en fait une nouvelle promesse. Donc tu peux voir que tu peux déclarer une nouvelle promesse. Et comme j'ai dit, donc cette promesse en fait va représenter un gabarit, si tu veux, qui va entourer ton code. Et tu vas avoir en fait dans la promesse, tu vas avoir accès à deux méthodes. Une méthode resolve et une méthode reject qui te permettra en fait d'une certaine façon de dire cette promesse, je la résous avec succès ou cette promesse, au contraire, j'ai une erreur, je throw une exception et du coup, j'ai la possibilité de dire que la promesse a échoué. Voilà. Donc après, bah, c'est à toi d'utiliser ces deux méthodes-là à ta convenance pour pouvoir illustrer ce que tu veux faire. Et donc ici, comme je l'ai dit, ça va être une fonction qu'on va imbriquer dans cette promesse. Ça va être notre gabarit. Et après, donc, on va pouvoir dire, par exemple, si jamais le délai, par exemple, est négatif, voilà, on va faire un reject en disant qu'on crée une nouvelle erreur en mettant un petit message, le délai doit être supérieur à 0. Voilà. Ça nous permettra de simuler, grâce à ce reject, une exception qui aura été gérée par notre code source. Comme j'ai dit, hein, la promesse, c'est vraiment uniquement le gabarit. Et ça, c'est pour représenter le fait qu'on va vouloir, bah non, y a un paramètre qui n'est pas bon, on renvoie une erreur. Et sinon, dans l'autre cas, on ferait un set timeout, comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Donc le set timeout, on va l'encapsuler à l'intérieur. On va pouvoir récupérer ici le délai qu'on précisera à la fonction ici au-dessus. Et on va pouvoir mettre notre petit console log avec ici, voilà,
le petit message faire une tâche après tant de temps et ici le message qu'on aura passé ici. Voilà. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'appeler la petite fonction resolve pour dire que tout s'est bien passé. Et ce reject et ce resolve, en fait, vont être utilisés dans les fonctions plus bas. Alors, cette fonction execute toast, comme je l'ai dit, renvoie une promesse. On verra tout à l'heure comment ça se représente en TypeScript. Ça me permettra d'introduire une nouvelle notion également du TypeScript. Et je te propose de voir dans la suite de la vidéo comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette promesse pour pouvoir mieux écrire le code pour remplacer finalement ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Donc là, on a vu comment déclarer notre promesse. Maintenant, il faut qu'on voit comment l'utiliser. Donc, on va avoir deux façons de pouvoir utiliser la fonction execute toast. La première façon de faire, c'est d'utiliser des blocs then catch. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, quand tu utiliseras par exemple la méthode fetch, quand tu feras fetch vers une URL par exemple pour récupérer un truc, tu peux voir ici que ça te renvoie aussi une promesse. Donc, l'utilisation de ce gabarit, on n'aura pas forcément toujours systématiquement besoin de s'en servir. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe pour pouvoir comprendre comment fetch fonctionne sous le capot en réalité. Je le précise pour les gens que j'aurais éventuellement perdu à ce stade-là, si jamais vous découvrez le principe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite fonction execute toast. Voilà. Qui sera donc une fonction qui exécutera plusieurs tâches d'affilée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre fonction execute toast. Voilà, de façon tout à fait classique. On lui précisera donc du coup le temps qu'elle mettra et ici le nom d'une tâche. Par exemple, faire le design du site. Voilà. Et sur la fin de l'exécution de cette fonction, on aura un bloc then qui pourra en fait venir capter le retour du resolve. Voilà, ici on va venir capter après les 5 secondes, puisqu'on n'oublie pas, cette fonction-là, elle mettra du temps à s'exécuter, c'est une fonction asynchrone. Donc on va attendre, j'aurais dû même mettre, on va attendre la fin de l'exécution de la tâche pour exécuter un autre code. Voilà. L'avantage, parce que si j'écrirais en fait ça par exemple comme ça, on retombe dans le même piège que celui qu'on a eu tout au début de la vidéo, à savoir que ces deux tâches s'exécuteront en même temps. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire en sorte qu'une deuxième tâche s'exécute après une première. Donc, comme tu peux le voir ici, le then et le catch, qu'on verra après, nous permettra de capter soit le resolve, soit le reject de la méthode qu'on a déclarée au-dessus. Comme j'ai dit, la promesse, je le répète de nouveau, j'essaye d'être le plus clair possible, ça va être uniquement un gabarit qui va nous permettre de représenter l'état de cette fonction asynchrone. Donc là, on va faire un petit console.timeEnd. Voilà. Et là, on va faire un set timeout 2. Ici, au-dessus, on va faire, comme tout à l'heure, un petit console.setTimeout. Alors là, je vais mettre 1 plutôt. Ce sera plus logique. Donc, console.timeSetTimeout 1. Voilà. Et le time end de setTimeout 1, il sera ici. Et ensuite, ici, vu que je veux réexécuter une nouvelle fonction asynchrone, eh ben, je vais profiter que dans cette callback-là, dans cette fonction-là, je vais retourner une nouvelle opération asynchrone. Donc, je vais refaire un return d'un execute toast pour exécuter une deuxième tâche.
Et là, ici, ce sera par exemple la tâche qui se fera au bout de 8 secondes. Intégrer la maquette HTML pour être très original. Voilà. Et du coup, cette fonction remettra de nouveau du temps qui sera recapté par le bloc Zen suivant. Comme ceci. Alors, j'ai peut-être oublié ici une parenthèse. Voilà. C'est un petit peu lourd à écrire, hein, mais bon, on y arrive. Donc là, on va lancer un setTimeout 2. Ici, on va mettre la fin du timeout 2 ici, voilà, pour pouvoir mesurer le temps. Et voilà, et là, vous avez donc du coup la tâche là qui s'exécutera en première, la tâche là qui s'exécutera après la fin de cette tâche-là. Et on aura donc ici la possibilité de se dire, si jamais à un moment donné ou à un autre, dans n'importe lequel de ces blocs-là, on a une erreur, on va pouvoir le capter avec un bloc catch. Donc, si jamais il y a un reject, si jamais un reject se produit à n'importe quel moment, c'est l'avantage de cette structure, on rentre dans ce bloc. Et du coup, on va pouvoir récupérer une erreur. Erreur qu'on a ici, par exemple, ici simulée à cet endroit-là. Voilà. Et qu'on va pouvoir, du coup, afficher proprement à l'utilisateur. Voilà, j'utilise le console.error pour être propre. Voilà. Et donc, avec cette structure-là, tu as quelque chose qui fonctionne bien. Alors, pour te montrer ça, donc ici, je vais réactualiser à ce niveau-là. Donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne, si ce n'est que, évidemment, la fonction, je ne l'ai pas exécutée, donc ça ne risque pas forcément de fonctionner. Voilà, comme ceci. Donc là, on va attendre un petit peu. On a donc la première tâche qui se lance, voilà, au bout de 5 secondes, comme on le voulait. Et normalement, on devrait avoir, voilà, la deuxième tâche. 5 plus 8, ça fait bien 13, donc c'est bon. On a bien réussi à faire en sorte de coordonner ces deux tâches-là, grâce encore une fois, à ce principe des promesses. Je te propose de voir dans la suite le gabarit qui nous permet de simplifier encore un petit peu plus le code grâce à ECMAScript. Ça, c'est une première façon de faire les choses. Je vais encore te préciser un petit truc. Hein. Si là, par exemple, je mets une durée négative, par exemple -1, bon, voilà. Là, on voit que ça a directement foiré. OK. Ça nous a bien affiché ici l'erreur. Donc, c'est bien rentré dans le bloc à la ligne 34. Donc, c'est-à-dire ici. Parfait. Et si jamais ici, je mets par exemple 2 secondes et que ici, je fais par exemple un -1 pour simuler le reject, et ben, on voit que voilà, au bout de 2 secondes, il est bien rentré également dans le bloc catch. Donc ça, c'est pour le resolve du premier, le resolve du deuxième et le reject de n'importe lequel finalement de ces tâches asynchrones. Voilà, allez, on va voir la deuxième méthode et puis on va voir encore d'autres choses par la suite. Alors, dans le chapitre précédent, j'ai donc précisé qu'on avait ici une structure avec des zen et des catch. Ce n'est pas forcément la méthode la plus facile et la plus évidente à prendre en main, même si je pense qu'à travers ma vidéo, ça va être suffisamment clair. Le gros avantage, on le voit, hein, c'est que cette structure-là, finalement, nous permet, au lieu d'écrire les choses en pyramide, comme je l'avais montré tout à l'heure, de pouvoir écrire les choses de façon plus élégante. On n'aura pas un empilement de blocs les uns dans les autres, mais au contraire, on aura en fait, hop, si je le fais comme ça, tac, on va pouvoir écrire comme ça les choses, les unes en dessous des autres, ce qui rend finalement les choses bien plus lisibles. Hein. Mais il y a une façon encore plus élégante d'écrire les choses, c'est en utilisant le async await. Alors, le async await fonctionne de manière
un petit peu différente. Ce qu'on va faire, c'est que au niveau de la fonction, on va préciser ici tout simplement que la méthode sera asynchrone. Donc en précisant ici le mot-clé async. C'est très important parce que si on oublie ce mot-clé-là, on aura des problèmes par la suite. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire plusieurs console log. Donc ici, je vais en faire, allez, je vais faire 5 tâches. Ouais, je vais faire 5 tâches pour vous montrer. Voilà. Et en fait, on va pouvoir utiliser le mot-clé await pour signifier qu'on va vouloir attendre la fin de l'exécution d'une tâche. Donc là, on va faire, voilà, une première tâche execute task. Alors pour te montrer que ici, ça va être important, si j'oublie ce mot-clé, on va voir que là, je vais avoir un rouge où il va te préciser finalement VS Code, est-ce que vous avez voulu marquer cette fonction comme étant A5? Oui, en effet, c'est bien ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc bon, au pire, VS Code te fera ce petit message d'erreur là. Et donc ici, tu vas pouvoir enchaîner toutes les opérations comme ceci. De cette façon-là. Ça suppose bien évidemment que tu n'aies pas eu de problème dans l'exécution. Hein. Si là j'ai un -1 par exemple, la difficulté de cette façon d'écrire les choses, c'est que là, je n'ai pas la possibilité de pouvoir capter finalement tout ce qui est en reject. Donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça? Alors déjà, on voit que c'est plus élégant, c'est encore plus facile à lire que la méthode des zen et des catch. D'accord? Si on veut pouvoir gérer tout ce qui va être exception, il va falloir entourer. C'est le seul bémol, on va dire, de cette méthode-là. C'est de devoir entourer finalement tous vos appels asynchrones d'un bloc try-catch pour pouvoir capter toutes ces erreurs-là. Ce n'est pas prévu directement dans le support. Voilà. Et de cette façon-là, tu auras également la possibilité de pouvoir traiter les erreurs comme précédemment. Là, on voit que ça fonctionne. On a la première tâche qui s'exécute. On va avoir sans doute une deuxième tâche, une troisième, etc. etc. Voilà. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a bien réussi à enchaîner les opérations. Je te propose de voir dans le chapitre suivant comment est-ce qu'on déclare ça en... Comment est-ce qu'on déclare finalement les... Enfin, on va avoir un truc important quand on va faire du TypeScript et je te propose de voir ça dans le prochain chapitre. Voilà, donc si je fais un petit résumé, donc on a les promesses qui nous permettent d'écrire un gabarit pour pouvoir représenter finalement un code source, entourer un code source qui mettra une certaine durée. Par exemple, un appel sur le réseau, c'est une opération qui met une certaine durée. C'est pour ça que bien souvent, quand on utilise fetch, on a besoin de mettre soit async await, soit des blocs then catch pour pouvoir traiter les choses. Maintenant, comment ça se passe en TypeScript? Alors, en TypeScript, si je prends ce code-là et que je le mets dans un code TypeScript, je vais effacer tout ce que j'avais là. On va faire ici un petit import. Voilà. Alors ici, je vais peut-être faire ./style. Ici, on va remplacer ça par le main.ts. On va voir que ça ne va pas directement compiler puisqu'on va avoir quelques petites erreurs. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà devoir
typer finalement les arguments. Donc là, le délai, on va lui dire que ça va être un number. Le message, on va lui dire que c'est une chaîne de caractères. Et le retour de la fonction, bah en fait, ce sera quoi? Ce sera une promesse de void. Voilà. Et là, à ce moment-là, on voit qu'on n'a plus d'erreur. Alors, on aurait pu croire que de base, ça aurait pu suffire. Mais en fait, non. Parce que ici, le type promise est un type qui existe en TypeScript et qui permet, en fin de compte, de représenter l'état de notre promesse. Comme on retourne une promesse, il faut le préciser. Et il faut préciser ce qu'on va renvoyer dans la promesse. Parce qu'ici, dans le resolve, je pourrais très bien renvoyer des données. Par exemple, ici, je pourrais renvoyer dans le resolve, je ne sais pas, un message. Super, ça a fonctionné. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait préciser ici, à l'intérieur, qu'on renverra un objet qui contient un message de type string. Et on voit que là, voilà, tout fonctionne parfaitement bien. Cette façon d'écrire les choses, avec les chevrons ici, c'est ce qu'on appelle, en fin de compte, les types génériques. Les types génériques, c'est pas forcément toujours évident à expliquer. C'est pour ça que je prends vraiment ici le temps et cet exemple-là pour vous démontrer les choses. Un exemple de type générique. Alors déjà, quand on parle de type générique, on parle d'une fonction qui renvoie, en fait, qui traite des données en paramètres dont on ne sait pas à l'avance ce que ça va être. Alors, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais vous allez comprendre avec un exemple. Si par exemple, j'ai envie de faire une petite fonction qui traiterait par exemple, j'ai envie de définir une fonction qui traite des tableaux de nombres ou des tableaux de string ou même d'autres formes, d'accord? Je ne saurais pas forcément quelles seraient ces formes à l'avance. Je pourrais faire une fonction générique, donc une fonction par exemple getArray, voilà, qui recevrait donc du coup en paramètre ici, donc on préciserait que cette fonction recevrait un type générique. Ici on l'appelle T par convention, mais on peut le remplacer par autre chose, hein, ça ne pose pas de souci, c'est juste un nom. On dirait que ce tableau serait du coup un tableau de ce type-là, qu'on préciserait ici, et qui renverrait le tableau sous la même forme. Et du coup, on se contenterait ici, par exemple, de faire un return de array. On voit que d'un point de vue de TypeScript, ça ne lui pose aucun souci. Et on va voir, donc du coup, quand on va appeler cette fonction getArray, on pourra lui passer du coup un tableau qui contient 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, oui. Const tab, ouais, on va mettre array 1 égale getArray 1, 2, 3. Voilà. Et si je lui passe naturellement un tableau qui contient A, B, C, en utilisant un autre nom de variable, eh ben on voit que ça fonctionne parfaitement bien. Donc tu vois ici, j'ai précisé que ce tableau-là, on peut même lui préciser ici, hein, du coup, hein, qui recevra un tableau de nombres, en lui précisant ici que ce type-là, ce sera un type number.
et ici en lui précisant que le type qu'il recevra sera de type string. Donc tu vois, la promesse, ça fonctionne sur ce même principe. On a ici, on sait ici qu'on renverra une promesse, mais ici, dans les chevrons, on pourra préciser qu'est-ce que renvoie cette promesse-là. Ça pourra être un message, ça pourra être des données qui seront représentées sous une autre forme. Typiquement, par exemple, quand vous faites des fetch, ce qui se passe sous le capot, c'est que c'est votre back-end qui renvoie des données sous une certaine forme. Généralement, c'est un objet JS. Et cet objet JS, il peut être de plein de formes différentes. Alors, nous, généralement, dans notre application niveau côté front-end, on pourra dire, par exemple, qu'on fetch, par exemple, des posts. Voilà. Alors, je fais un exemple, hein, histoire d'avoir vraiment un truc sous les yeux. Quand on fera notre fetch post, ce qu'on fera, c'est qu'on déclarera la méthode async. Voilà. On pourra éventuellement faire une petite interface au-dessus qui permet de représenter ce post. Et on précisera dans notre application front qu'est-ce qu'on recevra comme données dans un objet post. Par exemple, un title de type string et une description de type string. On pourra avoir plein d'autres choses, mais peu importe, c'est pour donner un cadre. Et cette fonction-là nous renverrait du coup ici. Donc là, je précise le type de retour de cette fonction en lui disant qu'il me renverra une promesse qui renverra une liste de postes. Pour l'instant, c'est rouge, c'est normal. On n'a pas encore fait ce que la fonction va gérer. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir une réponse en faisant un await, par exemple, fetch. Bon, là, je vais mettre une URL. Hein. URL du site.com/post, par exemple. Voilà, comme ceci. On pourrait préciser des options également au fetch, hein, mais bon, il n'y a pas de souci. Ça renverra donc une promesse qui contient response. Response qui a un type qui représente en fait une réponse HTTP. Et donc là, cette réponse HTTP, généralement, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un await égale await de response.json, tout simplement pour pouvoir parser cette réponse et renvoyer les données sous la forme voulue. Ces datas, on viendra préciser qu'elles seront du type qu'on a précisé ici. Alors, il faut être sûr que ici, hein, bien évidemment, vos données seront bien un tableau qui représente des données sous cette forme-là. Hein. Sinon, ça ne fonctionnera évidemment pas. Ça, c'est vous, en tant que développeur, de savoir ce que vos API retournent. Et donc, du coup, vos datas, on les retournerait ici, à cet endroit-là. Et là, à partir de ce moment-là, vous voyez que tout fonctionne bien. Le typage ici a bien été précisé et on a bien utilisé donc du coup ce type générique pour préciser ce que renvoie cette fonction. Voilà un cadre précis dans lequel du coup vous pouvez utiliser le typage avec les fetch tout en utilisant ce principe, comme j'ai exposé depuis le début de la vidéo, des promesses en JavaScript et en TypeScript du coup. Voilà. Et ceci étant dit, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'aidera éventuellement à y voir un petit peu plus clair dans toutes ces notions. Et je te donne rendez-vous du coup dans une prochaine vidéo. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, à poster un petit commentaire si jamais tu as besoin de précision. Et je te dis à bientôt. Ciao!